Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire sur la santé planétaire. Je me présente, je suis Guedva Petitfrère, directrice du réseau d'action pour la santé durable du Québec, un projet de l'Association pour la santé publique du Québec. Ce webinaire, c'est le résultat d'une collaboration entre le Québec et la Catalogne qui est financée par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. C'est la phase finale d'un projet qui a pour titre La santé planétaire, une nouvelle discipline d'action pour les travailleurs de la santé au Québec et en Catalogne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer vos micros et caméras. Vous serez invité à les activer juste avant l'atelier. Je vais débuter par la reconnaissance du territoire d'où moi je présente. Je reconnais que je me tiens sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment les Haudenosaunee et les Anishinaabe. Je remercie les divers peuples autochtones qui ont enrichi ce territoire par leur présence, qui accueillent des gens du monde entier. L'objectif du webinaire, c'est de sensibiliser et de mobiliser divers professionnels de santé et de services sociaux autour des enjeux de la santé planétaire. Deux sessions vont être présentées, l'une animée par moi pour le Québec et l'autre animée par Olena Zotova pour la Catalogne. Le webinaire comprendra plusieurs moments clés, notamment une introduction au concept de santé planétaire, l'importance du sujet, quoi, pourquoi, des actions concrètes qu'on peut entreprendre afin de mettre nos lunettes de santé planétaire dans nos différentes pratiques, donc le comment. Il y aura également des échanges avec deux personnes et ensuite en sous-groupe qui vont aboutir au retour à la salle plénière sur des réflexions concernant les actions que vous toutes et tous vous envisagerez d'entreprendre par la suite. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, veuillez noter que ce webinaire est enregistré pour diffusion ultérieure. Nous avons aussi prévu une période de questions-réponses à la fin des présentations. Donc, je vous inviterai à écrire vos questions dans le clavardage et nous allons en faire le tour par la suite. Je vais vous présenter brièvement les personnes qui vont intervenir aujourd'hui. Nous avons Lyndia Dernis, qui est médecin anesthésiste et professeur adjoint de clinique à l'Université McGill. Elle est responsable du sous-comité soins durables au sein du comité de développement durable du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Elle est aussi membre de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Nous avons également Fiona Henley, qui est infirmière chargée de cours à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Elle est coprésidente du Comité d'éducation pour le Québec de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement. Nous avons aussi Sarah Machan, qui est coordonnatrice pour le Québec de Cascade, qui est un acronyme pour créer un système de santé canadien durable face à la crise climatique. Sarah coordonne aussi le Comité pour un système de santé durable au Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Ensuite, nous avons Jérôme Leclerc, qui est infirmier clinicien et chargé de projet au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Et il est aussi membre du conseil de coordination du Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Nous avons finalement Émilie Desforges, qui est orthophoniste au CIUS du nord de l'île de Montréal et membre du conseil de coordination au Réseau d'action pour la santé durable du Québec. Sans plus tarder, je céderai la parole à Dr. Lydia Dernis pour la première partie, la santé planétaire. Quoi? Pourquoi? Merci, Gedva. Alors, j'ai 7 minutes pour vous expliquer le concept de santé planétaire. C'est très court. Alors, on va commencer tout de suite. On peut passer à la diapositive suivante. Euh, la santé, mais en fait, c'est souvent considéré comme l'absence de maladie à l'échelle d'un individu. On a élaboré, diapositive suivante, on s'est rendu compte que si notre société faisait un effort pour maintenir les gens en bonne santé et prévenir certaines blessures, maladies ou même certains décès prématurés, on travaillait à améliorer la santé de tous. Donc, c'était la santé publique. Le bien-être est devenu une entreprise collective. On travaille sur les risques liés à certaines professions, avec certaines expositions, certaines blessures possibles. On travaille sur la transmission
de maladies infectieuses, la vaccination par exemple, ou le dépistage de certaines maladies comme des maladies génétiques ou bien certains cancers. Diapositive suivante. Dans la même idée, en fait, on a aussi maintenant ce qu'on appelle Global Health, la santé mondiale, parce qu'on a quand même reconnu qu'il y avait des obstacles à la santé qui n'étaient pas les mêmes en fonction des différentes populations, qu'il y a des déterminants, que ce soit des facteurs socio-économiques, que ce soit des lieux géographiques, que ce soit la pauvreté, un certain nombre de choses qui nous montrent que l'accès aux soins, l'accès à la santé n'est pas le même. Donc, la santé mondiale, c'est le concept qui accorde la priorité à l'accès à cette santé et à l'équité en matière de santé pour tous les peuples du monde. Diapositive suivante. On a continué à élaborer encore de plus en plus les concepts et on s'est rendu compte qu'au moins 60% des maladies infectieuses humaines avaient une origine animale. Donc, on est arrivé avec un nouveau concept qui s'appelle One Health, une seule santé, qui observe la santé à la fois des humains, des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques, et aussi des systèmes vivants naturels. Et on s'est rendu compte que tout était lié. Euh, une seule santé travaille par exemple sur l'antibiorésistance. L'antibiorésistance, c'est dû pour beaucoup, on n'en avait pas trop conscience, mais c'est clair maintenant, l'antibiorésistance est due à un usage excessif d'antibiotiques et on sait que leur usage est massif et de façon plus ou moins, surtout moins réglementée chez les éleveurs, chez les pisciculteurs, chez les agriculteurs, même les arboriculteurs, de façon soit thérapeutique, soit prophylactique. Et ça crée des résistances au niveau des bactéries notamment. Et via la chaîne alimentaire, c'est transmis à l'humain. Et on se retrouve avec nous des problèmes d'antibiorésistance et des patients qui finissent par mourir d'une infection qu'on n'est pas capable de traiter. Un autre domaine de une seule santé, c'est le travail sur les zoonoses. Un exemple tout simple, la grippe aviaire. Elle est transmise de la faune sauvage aux animaux domestiques qui sont destinés à l'alimentation, donc à nos usines alimentaires de viande, on va dire. Ce virus mute et se transmet à l'homme. Je vais vous donner d'autres exemples qui sont plus reliés, par exemple, à la faune sauvage, là, mais la rage, la maladie de Lyme, le paludisme, Ebola, chikungunya, la dengue, tout ça, enfin, il y a un intermédiaire au niveau des animaux sauvages. Et plus, par exemple, on déforeste, plus on va être en contact avec ces animaux sauvages-là avec lesquels on n'avait pas de contact avant, et donc des nouveaux pathogènes. Donc, clairement, on souligne là l'interdépendance entre la santé humaine, animale et tous ces changements écologiques. Donc, ça fait appel à des efforts de collaboration entre les gens qui travaillent pour la santé humaine, la santé vétérinaire et notre environnement. Diapositive suivante. La santé planétaire, on y arrive enfin. Ça va encore plus loin dans la délocalisation de la santé. On le sait, notre santé s'est améliorée franchement au siècle dernier. L'espérance de vie qui a extrêmement augmenté, la pauvreté en baisse, la mortalité infantile en chute libre. Mais en fait, tous ces progrès sont en train de stagner de façon indéniable. En fait, ils ont été réalisés, ces progrès, au prix d'exploitation des ressources naturelles que la Terre nous proposait. Et ces ressources, beaucoup ne sont pas renouvelables ou elles sont renouvelables sur des périodes qui dépassent largement en fait, le rythme auquel on les utilise. Et donc, la santé de notre planète a été fortement altérée et ça met en péril tous ces progrès qu'on a fait au niveau de la santé publique. Euh, et le bien-être humain, à long terme, on le sait maintenant, dépend du bien-être de la Terre, que ce soit des systèmes vivants, comme le démontrait plutôt One Health, que les systèmes non vivants. Diapositive suivante. Je vais vous montrer quelques exemples de crises planétaires auxquelles on fait face. Le changement climatique, la baisse de la biodiversité, les pénuries de terres arables, le changement du cycle de l'eau douce, la pollution. Il y a énormément de changements qui arrivent au niveau de notre planète et ces changements sont extrêmement rapides à l'échelle géologique. Et ils sont globaux. Ça touche le fin fond des océans avec l'acidification de nos océans jusqu'à l'atmosphère, en haut de nos plus hautes montagnes. Il n'y a aucun lieu qui est épargné. Et nous, humains, nous en sommes la cause. Notre façon de vivre, on T'avais en pas est. entendu les accents finalement hier?
Et c'est pour ça, et c'est pourquoi nous appelons cette nouvelle ère d'ailleurs l'Anthropocène. Alors, je vais vous donner juste des tout petits exemples. On a que 7 minutes, c'est très court. On est loin de se douter des répercussions sanitaires de toutes les perturbations de nos systèmes naturels et je vais vous donner des petits exemples. On sait que le déclin des pollinisateurs, ça entraîne une diminution des rendements agricoles, mais on n'aurait jamais imaginé que le CO2 dans l'atmosphère qui est relâché, en fait, réduit la valeur nutritionnelle de nos cultures. C'est un problème, ça. Autre exemple, la hausse du niveau de la mer, par exemple, au Bangladesh, augmente la salinité des eaux souterraines, des eaux de source. Ça veut dire par conséquent que les risques d'hypertension et les risques de prééclampsie chez les femmes enceintes là-bas augmentent. Donc, on a un certain nombre de problèmes qui va venir nous affecter. Diapositive suivante. Vous le voyez, tout est vraiment lié. Ce qu'on revient à faire au monde va nous affecter et il y a encore énormément de choses qu'on ignore et comprendre et relever ces défis exige une collaboration massive, nous qui nous plaignons tout le temps qu'on travaille en silo, une collaboration massive, que ce soit des gens de la santé, mais aussi les écologues, les économistes, les urbanistes, les chimistes, les physiciens, les sociologues. Je veux dire, on doit tous travailler ensemble. C'est une discipline qui est vraiment transversale et qui propose, un, d'éviter l'ingérable, c'est-à-dire de réduire notre impact sur la planète. Tu peux appuyer 2 fois. Donc, atténuer ce que on peut encore atténuer. Et aussi, il faut travailler sur nous adapter à tous ces changements qu'on a déjà provoqués et puis qui sont là et auxquels il va falloir de toute façon faire face. Donc, c'est ça la santé planétaire et j'espère avoir tenu dans mes 7 minutes. Merci beaucoup. Merci, Lindia, de nous avoir introduit puis démontré l'importance du concept de santé planétaire. Et en comprenant les différentes notions, une seule santé, santé planétaire, santé mondiale, etc., ben, nous allons pouvoir développer des approches intégratives et durables liées à la santé là, sous différentes échelles. Nous allons poursuivre avec la section La santé planétaire, comment? J'aimerais juste pour vous mentionner que vous pouvez, comme Charlotte l'a mis dans le clavardage, changer votre prénom en cliquant sur participant. Repérez-vous dans la liste, fait changer vos noms parce qu'avec le lien d'utilisation, il y a beaucoup de clones d'Amélie Bonifaci. Merci pour votre collaboration. Alors, on continue. On va écouter d'abord Fiona Henley et ensuite Sarah Machan sur la santé planétaire. Comment? Alors, c'est mon tour de dire bonjour tout le monde et merci beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de faire partie de ce webinaire aujourd'hui et de présenter rapidement cette trousse d'outils dont nous sommes très fiers. Je suis heureuse de représenter aujourd'hui l'Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l'environnement, qui est une organisation des infirmiers et infirmières et étudiants à travers le Canada et qui se consacre justement à la promotion de la santé planétaire, de la justice environnementale et climatique et de la protection de la biodiversité. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons entamé des discussions avec la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers en 2022 sur l'idée de créer un guide pratique pour le personnel infirmier d'hôpitaux afin de les intégrer, de les aider à intégrer des connaissances sur le changement climatique dans son travail quotidien. Alors, l'objectif était d'offrir des idées vraiment concrètes et très précises qu'elles pourraient utiliser dans leur pratique tous les jours avec les patients au niveau de l'unité ou de l'établissement de soins de santé. Et juste pour votre information, le Fédération canadienne je vais dire le FCSII représente le personnel infirmier du premier ligne en soins de santé au Canada, mais surtout à l'extérieur de Québec. Vous êtes peut-être familier avec le rapport de 2019 qui s'appelle Les changements climatiques et la santé. Il est temps pour les infirmières et infirmiers d'agir, qui était vraiment un excellent document qu'ils ont produit, des conseils sur le climat, la santé, les soins infirmiers. Mais nous voulions offrir un guide beaucoup plus spécifique pour le milieu hospitalier et aussi de sensibiliser les gens au concept de santé planétaire. Et je dois
souligner la contribution de mes collègues qui ont collaboré à cette trousse d'outils et qui sont nommés dans le document, qui était vraiment un beau travail d'équipe, une collaboration. Le trousse d'outils a été lancé en juin cet été lors de congrès de la Fédération. Et j'ai mis, comme vous voyez ici, j'avais mis les codes QR en version français et anglais. Alors, vous pouvez avoir accès tout de suite. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'était juste les screenshots de quelques pages de cette guide qui est vraiment conçu pour guider le personnel infirmier hospitalier et proposer la santé planétaire comme réponse aux crises écologiques auxquelles nous sommes confrontés, comme l'India a tellement bien décrit. Et comme vous pouvez le voir, elle se présente sous forme de manuel dont les sections peuvent être complétées par les utilisateurs. J'ai une copie, je sais que peut-être vous ne voyez pas très bien, mais en tout cas, c'est une manuel vraiment, soit en version digitale ou en papier, imprimé. Euh, Ici, par exemple, il y a des informations de base sur le changement climatique, les implications pour la santé, et la version numérique complète est beaucoup plus complète et comprend le lien vers les ressources et des informations complémentaires. Euh, Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et on espère que la trousse d'outils offre quelque chose à chacun parce qu'on est très consciente que la profession infirmière est très diversifiée et que les domaines de pratique, les intérêts, les forces de tout le monde, les rôles, les niveaux de connaissances en matière de changement climatique sont extrêmement variés. Alors peut-être il y a certaines qui veulent savoir plus sur le contexte scientifique du changement climatique et ses effets sur la santé, tandis que d'autres peut-être ont déjà une bonne compréhension, mais veulent savoir comment promouvoir ces connaissances dans la pratique, que ce soit dans les soins directs aux patients ou au niveau de l'unité. Ou même peut-être il y a un intérêt à s'engager dans le système au niveau d'une institution ou de la politique. Alors, nous voulons donc offrir une sorte de palette de possibilités pour chacun d'entre eux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, cette section, d'abord, aborde les questions posées concernant les médicaments, par exemple, compris l'utilisation d'inhalateurs comme sur cette photo. Et la version numérique comprend des liens vers de l'information complémentaire. Ici, par exemple, si on était à cliquer ici, on allait voir la campagne de cascade visant à remplacer les aérosols d'OSA par les inhalateurs à poudre. Alors, avec une infographie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, alors ça montre ici le, le, le diapo, l'infographie sur les inhalateurs de la part de Cascade. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette section se penche sur les initiatives au niveau des unités telles que la création d'une équipe verte, comment organiser, la réduction des déchets, optimisation de gestion de déchets, y compris les produits, excusez-moi, pharmaceutiques, par exemple, euh, des équipements de protection personnelle, les plastiques, les articles à usage unique. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. Finalement, il contient aussi des informations et des idées comment se joindre à d'autres personnes pour ceux qui, par exemple, qui souhaitent engager avec la direction à traiter certains points chauds des changements climatiques et, par exemple, créer des politiques dans l'institution pour promouvoir la conservation d'énergie, soutenir les chaînes d'approvisionnement, l'économie circulaire, réduire le gaspillage alimentaire et réduire la consommation de viande, augmenter les aliments à base de plantes, etc. Aussi, comment participer des actions telles que le Green Hospital Scorecard de la Coalition canadienne pour les soins de santé écologique ou collaborer avec Synergie Santé et Environnement ici au Québec.
Et des exemples aussi de courriels sont donnés pour aider à communiquer avec la direction de l'hôpital. Et on sait que les infirmières et infirmiers sont déjà très sollicités. Alors, nous soutenons également la création des postes ou d'équipes d'infirmières et infirmiers consacrant les heures de travail sur le développement durable. Et parce qu'on pense que ça, c'est hyper important d'avoir le temps de faire ces initiatives comme ça et afin de collaborer à la conception et mise en œuvre de solutions efficaces. Alors, la prochaine diapo, je vous remercie beaucoup. Petit rappel que la trousse est disponible en anglais et en français. La version complète en format numérique comprend aussi des liens vers les ressources et des informations complémentaires qui sont mises à jour au fil de temps pour inclure tout ce qui vient aussi de nouveautés. Et merci beaucoup. Et j'ai mis aussi un lien vers notre association pour ceux qui veulent se joindre à nous. Merci infiniment. Alors, j'imagine que c'est à moi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sarah Machan, je suis responsable de l'innovation pour le projet Cascade, donc pas la compagnie de papier. Dans le cadre de nos activités, nous avons publié la trousse à outils sur la santé planétaire pour les soins primaires, qui a été rédigée par Dr. Ilona Hale. Cette présentation est une version abrégée et traduite de sa présentation lors du webinaire de lancement. Je pourrais ajouter le lien dans le chat pour les personnes curieuses et intéressées. Alors, je vais voir si j'arrive à changer les diapos. Oui, parfait. J'imagine que beaucoup de personnes présentes ici connaissent ce chiffre. Malgré notre mandat de protection de la santé, le secteur de la santé est responsable d'environ 4,6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et contribue à d'autres dommages environnementaux. Presque tout ce que nous faisons dans le secteur de la santé a désormais une empreinte environnementale et un coût qui est en croissance continue au Canada. Alors, bien que la plupart des principes mentionnés dans... Oh, excusez-moi, je retourne. Donc, je disais bien que la plupart des principes s'appliquent à d'autres types de soins. Les soins primaires sont très importants pour créer un système de santé durable. La prévention, les relations longitudinales et les barrières institutionnelles sont moins nombreuses et font partie des plus grandes forces. Et un point important aussi à noter, c'est que les soins primaires constituent souvent la porte d'entrée vers le reste du système de santé. Et avec une pratique attentive et consciente de ses impacts, il est possible de limiter l'effet en cascade des soins de santé en général. Alors, la première étape pour comprendre ce qu'il faut faire, c'est de savoir où se situe l'impact le plus important. Je vous laisse peut-être 3 secondes pour réfléchir à ce qui contribue, selon vous, le plus à l'empreinte carbone des soins de santé au Canada. 3, 2, 1. Ce sont les médicaments qui devancent de peu en fait les hôpitaux au niveau des infrastructures. Donc c'est souvent un petit peu surprenant comme réponse, mais des études récentes menées dans plusieurs pays nous ont aidé à comprendre que contrairement à ce qu'on a tendance à imaginer, la majeure partie de l'impact des systèmes de santé ne provient pas de l'énergie utilisée dans les installations ou les bâtiments, mais à 80% de l'énergie utilisée pour produire les matériaux et les services en amont de la chaîne d'approvisionnement. Donc les déchets physiques qu'on peut observer ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et c'est pour ça que nous considérons que le recyclage n'est pas la solution la plus efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Le Center for Sustainable Healthcare du Royaume-Uni a identifié 4 principes clés pour réduire l'impact sur les soins, l'impact des soins cliniques qu'on peut utiliser comme cadre pour nous rappeler de ce qu'on peut faire. Réduire les soins inutiles, responsabiliser les patients, faire de la prévention et la promotion de la santé et envisager des alternatives à faible émission de carbone. Alors, premier principe, réduire les soins inutiles. C'est un principe des plus évidents puisque jusqu'à 30% des tests et des traitements qui sont effectués sont inutiles, donc n'apportent aucun bénéfice aux patients et 10% d'entre eux sont en fait nuisibles. Donc, il y a des organisations comme Choisir avec soin qui encouragent depuis des années à réduire les soins et choisir vraiment ceux qui sont le plus importants. Et ça mène au deuxième principe, responsabiliser le patient, lui demander
qu'est-ce qui compte pour vous est un bon point de départ. Avec une bonne information et un bon soutien, de nombreux patients peuvent gérer efficacement et en toute sécurité davantage d'aspects de leur propre trajectoire de soins et on a tendance à voir que ces patients optent souvent pour moins de soins. Troisième principe, la promotion et la prévention de la santé. Ce sont des points très importants à prendre en considération. C'est plus efficace, c'est moins coûteux et c'est plus durable et ça rentre dans l'aspect de santé publique de la santé planétaire. Donc, j'aimerais vous présenter très rapidement 3 points du cadre de santé planétaire pour des systèmes de santé durable que je pourrais partager dans le chat si ça vous intéresse. Réduire la demande, adapter l'offre à la demande et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le premier concept est selon nous le plus important parce qu'il consiste à réduire la demande de services de santé en maintenant les personnes en santé dès le départ. Et c'est logique si on se rappelle que très peu de notre santé, donc 25%, a quelque chose à voir avec les systèmes de santé. La plupart des déterminants de la santé sont sociaux, biologiques, environnementaux ou comportementaux. Et c'est donc là qu'il faut agir. Un exemple de ce qui peut être fait au niveau des soins de santé primaires, c'est encourager les patients à manger plus de repas sans viande. Selon la commission Eat Lancet, les régimes à base de plantes sont la chose la plus importante et efficace qu'on peut faire pour notre santé et pour notre planète. On peut aussi noter l'activité physique et le temps passé en plein air. Et dernier principe, envisager des alternatives environnementales. C'est celui auquel on a tendance à penser le plus souvent. Choisir des solutions plus respectueuses de l'environnement à chaque fois que c'est possible. Ça signifie par exemple choisir des produits à plus longue durée d'action comme des stérilés à la place de la pilule contraceptive ou repenser certaines de nos pratiques de prévention des infections qui sont basées plus sur la peur ou la tradition que sur des preuves tangibles. Alors quelques exemples. Ceci a été mentionné plus tôt, je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai mis le lien dans le chat. On a plusieurs ressources à ce sujet sur notre site internet. Les soins virtuels sont une autre évidence. Covid nous a aidé à réaliser que c'est tout à fait faisable et dans de nombreux cas préférable, en particulier pour les patients dans les zones rurales. L'utilisation de produits réutilisables, c'est un autre choix évident qui dans presque tous les cas permet d'économiser de l'énergie, de l'eau, des déchets et de l'argent. Ils peuvent aussi, et on n'en parle pas assez, rendre les systèmes de santé plus résilients en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, chose qui arrive malheureusement de plus en plus. Et enfin, le dernier exemple, l'élimination du papier de la table d'examen. C'est un autre exemple simple. Ça peut représenter de grosses économies de gaz à effet de serre et d'argent et empêcher la destruction de 20 000 arbres, ce qui n'est pas rien. Alors, ça fait le tour pour les exemples et pour ma présentation d'aujourd'hui. Toutes les informations présentées ici sont incluses dans le guide. Je mettrai le lien dans le chat, sinon le code QR mène à ce guide. Et il y a aussi des suggestions plus pratiques, des éléments de réflexion additionnels. Ce document sera présenté lors d'une conférence pan-canadienne le 26 janvier prochain. Je mettrai le lien dans le chat également. Et je voudrais prendre juste quelques minutes pour remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la rédaction de ce guide. Ça a été un gros travail et a impliqué plusieurs dizaines de personnes au niveau de la rédaction, l'écriture, etc. Et les références sont à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Fiona et Sarah, de nous avoir partagé ces trousses très utiles et très complémentaires et pertinentes aussi. Cela nous permet de passer de la théorie à des idées concrètes
essayer de transformer des concepts qui peuvent paraître un peu abstraits quand on les présente théoriquement à des actions tangibles qu'on peut faire au jour le jour dans notre pratique. Nous allons poursuivre alors avec notre webinaire. Cette fois-ci, c'est un court entretien avec deux personnes qui ont mis leurs lunettes de santé planétaire dans leur milieu de travail. Alors, Jérôme et Émilie, merci d'être avec nous. J'aurais deux questions pour vous. Je pense que je pourrais peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse vous voir. Salut. Alors, ma Salut, première Philippe. question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez intégré la santé planétaire dans votre établissement et quelle a été la réaction de vos collègues? On pourrait commencer avec Émilie, puis ensuite Jérôme. J'ai regardé les deux questions. Je vais aussi donner un peu l'exemple en même temps, peut-être pour que ça illustre mieux. Moi, je suis orthophoniste dans la vie, donc pas infirmière ou médecin. Je travaille pas dans une unité de soins ou est-ce que dans un milieu hospitalier. Je travaille dans un CLSC avec des familles. Je pense que ça peut être intéressant comme exemple pour ceux qui sont plus dans les services sociaux. Puis, quand on pense aux présentations là, qu'on a eues sur la santé planétaire, je donnerais peut-être un premier exemple dans mon équipe, ma clinique à moi, mon day-to-day. Sarah parlait de soins primaires qui étaient peu énergivores en énergie et tout ça, puis le lien qu'on tissait avec les gens. Mais moi, c'est ça en fait, j'ai fait une petite formation à mon équipe où je leur ai parlé, je leur ai montré que non, on n'est pas infirmier, infirmière, on n'est pas médecin, mais on connaît nos familles, on connaît leurs facteurs de vulnérabilité, puis on est finalement des intervenants en santé de première ligne qui peuvent, par nos actions, parfois prévenir des soins, donc empêcher que nos familles qu'on voit pour de l'orthophonie, ben, se rendent quand même à l'hôpital pour d'autres choses. Par exemple, pendant les canicules estivales, on sait qu'on a des familles qui vivent dans des îlots de chaleur, on sait que dans leur appartement, ça peut monter au-dessus de 30 degrés, on sait qu'ils ont des enfants en bas âge, que telle famille vit avec grand-papa, grand-maman aussi dans l'appartement. Donc, juste de prendre la peine de communiquer avec eux ou pendant notre rendez-vous, de leur demander s'ils sont au courant ben, il y a tel endroit pour vous rafraîchir, comment ça va à la maison? Ah oui, il fait vraiment chaud. Ben, tu sais, il y a ce parc-là, ah, il y a ce point-là de climatique, vous pourriez vous rendre. Si ça va pas, tu sais, il y a telle ressource que vous pourriez appeler. Donc, des gestes comme ça semble anodin, mais on connaît nos familles, on connaît notre milieu. Pour eux, c'est parlant. Puis peut-être qu'au final, ben, on a évité un transport ambulancier d'une personne âgée dans un centre hospitalier à l'urgence qui, ça, aurait consommé énormément de ressources. Fait que ça, c'est une des façons là, que j'avais emmené la santé planétaire un petit peu, ben, c'est peut-être pas à l'échelle de tous les systèmes, mais quand même en intégrant aussi les centres pour se rafraîchir qui peuvent être des milieux naturels dans mon équipe. Puis j'en ai un peut-être plus macro, mais je laisserai la parole aussi à Jérôme d'abord. Merci, Émilie. Euh, ouais, moi, je suis infirmier, je travaille en soins à domicile dans les dernières années, plus comme gestionnaire, mais comment est-ce qu'on a essayé d'intégrer la santé planétaire? Ben, il y a beaucoup de choses. Tu sais, il y a des trucs un peu plus évidents, là, comme juste la réduction du papier dans les équipes, c'est la réduction du gaspillage de matériel, euh, encourager la télésanté. Donc, tu sais, mais sinon, deux peut-être projets là, un peu plus intéressants là, sur lesquels j'ai travaillé. Il y en a un qui est la prescription nature. Donc, la prescription nature là, qui a été lancée il y a environ un an, qui est inspirée de ce qui se fait déjà en Colombie-Britannique, qui est en fait la possibilité pour les médecins et la majorité des professionnels de prescrire du temps en nature aux patients. Donc, par exemple, on a personnes qui viennent se faire diagnostiquer un problème cardiaque et on va lui prescrire d'aller passer 3 fois par jour 20 minutes en nature et puis on va lui référer, un peu comme il disait, d'aller dans un parc ou dans un espace aéré. On sait que ça a des bienfaits au niveau de la santé mentale, ça a un bienfait au niveau de la santé pulmonaire, de la santé cardiovasculaire. Donc, je travaille là-dessus avec notre conseillère en développement durable et un représentant de notre éco-CMDP, donc la communauté médicale de pratique, mais le volet éco. Donc, on travaille avec ça, puis avec la DSI pour l'implanter dans notre équipe. Puis un autre aspect aussi que peut-être j'ai essayé de pousser
dans ma direction, c'est en fait l'utilisation des véhicules personnels. Que on soit à domicile, en fait, tous nos intervenants, on leur exige d'avoir un véhicule pour aller faire leur visite. Et les travaux qu'on fait en ce moment, c'est ben, arrêter d'exiger ça à l'embauche, arrêter d'exiger la voiture, mais en même temps offrir une alternative, que ce soit des vélos électriques, que ce soit des passes de puces, des passes communautaux ou par des routes qui peuvent se faire à pied pour nos équipes. Donc, éviter là, qu'on revienne tout le temps à la voiture à essence ou même électrique. Là. Donc, encourager ce changement-là. Comment c'est reçu, puis après je te passe la parole, Émilie, mais sur le comment c'est reçu, c'est généralement bien reçu. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même s'armer de patience parce que c'est tout le temps des processus qui sont longs. Puis souvent, ce qui peut être le plus long, c'est trouver la bonne personne à qui s'adresser. Euh, donc, tu sais, des fois, c'est pas juste l'amener à son chef, c'est pas nécessairement lui qui a les leviers. Fait qu'il faut, tu sais, ça va être avec les conseillers développement durable, avec les équipes médicales, puis les équipes de direction, trouver ceux qui ont les leviers pour ces projets-là. Mais il faut pas se décourager parce qu'il y a des gains qui se font, il faut juste être patient, mais chaque petit gain vaut la peine. Merci beaucoup d'avoir partagé ces expériences. Ben, ça ramène un peu à notre deuxième question, là, parce qu'on voit quand même que la sensibilisation, semer les graines d'une culture organisationnelle qui est orientée vers des pratiques durables, ça porte fruit. Et puis, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez partager une expérience où vous avez sensibilisé votre milieu de travail à l'importance de la santé planétaire, puis quelles ont été les retombées? Émilie, Je tu vais pourrais y reprendre la aller. parole. Ouais, j'ai y aller avec mon deuxième exemple. Puis en fait, ça fait vraiment suite à ce que Jérôme disait. Un autre exemple où là, ça touche, je pense, vraiment tous les niveaux de la santé planétaire. Moi, je voulais rendre le terrain sur lequel mon CLSC se trouve, le verdir, en fait. Il y avait déjà quand même des beaux arbres, mais je voulais le verdir davantage parce que, comme on l'a déjà expliqué dans la présentation, là, les bienfaits de cet îlot de verdure-là, finalement, qu'on venait mettre dans le quartier, mais ça avait des retombées sur toutes les personnes là, du quartier. Donc là, j'aurais été honnêtement déterminée à juste planter moi-même quelques affaires et ça aurait été comme déjà un début. Mais je me suis dit non, on peut peut-être faire mieux. Alors, j'avais contacté la Sauverdi, qui est un organisme qui s'occupe de faire des plans de verdissement dans la région de Montréal. Vraiment de bouteille à la mer, leur adresse courriel général. Je suis orthophoniste, je travaille dans un CLSC, j'aimerais planter des choses sur mon terrain de CLSC. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Puis finalement, en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré les gens de la Sauverdi. J'ai pris de mon temps. Oui, c'était du temps personnel au début, là, sur mon temps de dîner, mais pour leur faire visiter notre terrain, leur montrer les endroits où moi j'avais déjà pensé. Il y avait évidemment une expertise plus grande, là, mais j'avais pris la peine aussi l'hiver de voir où on mettait la neige pour pas que les arbres, si on plantait des arbres là, se soient endommagés. Tu sais, donc, une connaissance terrain. De là, j'avais aussi fait en amont un travail, là, comme Jérôme disait, de trouver les bonnes personnes au sein de mon organisation qui auraient finalement le pouvoir d'approuver de tels projets et d'aller de l'avant. Donc, je les ai mis en contact avec les gens de la Sauverdi, puis on relance, puis on relance, puis on met un petit peu de pression et de fil en aiguille, ben, quelques mois plus tard, il y a eu un premier plan de plantation là, qui s'est fait sur le terrain de mon CLSC. Puis là, on est comme un an plus tard et ils ont étendu ça à d'autres terrains. Et là, un an plus tard, c'est plus de 2000 arbres et arbustes là, qui ont été plantés sur les terrains du CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, je pense que c'est un exemple où justement, quand on a de la détermination, on sait à qui parler. Tu sais, je voyais dans la trousse que Fiona avait présentée là, que le plaidoyer, des fois, c'est intimidant, puis ça peut prendre du temps, mais c'est vrai que ça fonctionne parce que j'étais vraiment une personne qui voulait faire un changement. Puis j'ai juste trouvé les bonnes portes auxquelles cogner. J'ai pas lâché en étant factuel, mais en étant poli. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec un résultat qui est quand même vraiment chouette, là. Et donc, c'est tous ces arbres-là qui vont pousser, qui vont faire profiter là, à tout le monde dans la communauté. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un exemple où on voit une belle sensibilisation dans le milieu. Et maintenant, tout le monde est vraiment content de ça. Alors, voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour cette expérience. C'est vraiment intéressant de voir à quel point, tu sais, quand on est soit en services sociaux ou en soins de santé, on peut tout de même faire la différence. Jérôme, est-ce que tu avais des points à ajouter à ce niveau-là ou?
Très rapidement, là, mais je voulais juste, tu sais, j'ai eu la chance, tu sais, j'étais chef de service, donc je pouvais partager aussi avec mes équipes différents aspects au niveau de la santé planétaire. Et puis, il y a de plus en plus de ressources, d'articles qui sortent. Donc, tu sais, mettons, l'OIQ avait sorti un article dans sa revue Le Perspective infirmière où il parlait de l'impact des changements climatiques. Mais je l'ai partagé à l'équipe. On a fait une campagne avec le réseau d'action et d'autres organismes là, pour diminuer l'utilisation des gants. J'ai pu l'envoyer à notre équipe de prévention, contrôle des infections. Les trousses, je les ai envoyées aussi à nos équipes de la DSI, par exemple. Donc, c'est tout le temps bien reçu, surtout si on prend la peine de vanter les mérites cliniques. Tu sais, même chose pour la prescription nature. C'est pas juste un truc d'écolo, là, c'est aussi des avantages cliniques importants. Puis je pense que si on réussit à bien l'envelopper, ça passe tout le temps très bien. Faut juste, c'est comme travailler notre message aussi là, pour pas tout le temps avoir là, la personne qui chiale pour chialer, là, mais qui a un objectif clinique aussi derrière. Exact, on amène des solutions également. Merci à vous deux d'avoir partagé vos expériences. J'espère que ça va inspirer puis motiver les participants au cours atelier qui va suivre. Donc, comme je l'avais mentionné en introduction, 2 salles vont être créées afin de vous permettre de partager vos réflexions suite au contenu présenté. Donc, vous pouvez maintenant ouvrir vos caméras et vos micros si vous le désirez. Vous serez invité à rejoindre la salle et on sera de retour dans 10 minutes afin de conclure ce webinaire enrichissant. Merci de rester des notes jusqu'à la fin. Il y aura une période de questions tout de suite après. Bon, mais merci beaucoup à tout le monde, toutes les personnes qui ont participé aux ateliers en sous-groupe. C'est sûr que votre contribution a enrichi les discussions. Nous abordons maintenant la période de questions-réponses. Je pense que beaucoup des questions ont été répondues dans le clavardage. On pourra faire le tour pour les présentations. Oui, effectivement, on va vous envoyer cela à la fin. La slide sur la table d'examen, oui, ça va aussi être envoyé. Il y aura également un sondage à la fin pour que vous puissiez répondre et nous aider à améliorer les prochains webinaires. Le nom de l'organisme de verdissement, ça a été répondu aussi. Parfait. Est-ce que vous auriez des questions pour les personnes qui ont intervenu tantôt? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le clavardage. Il nous resterait 3 minutes pour prendre d'autres questions qui n'ont pas été répondues ou posées jusque-là. Ça veut dire que tout a été super clair, c'est que nos présentateurs et présentatrices ont fait un excellent travail. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment le fait que tout le monde peut y apporter sa couche, peut apporter des façons de faire, l'impact peut être dans le milieu de travail dans tous les domaines finalement. Donc, je pense qu'on est dans un contexte de fin d'année où des personnes vont prendre des résolutions. On est dans un contexte où le rapport Lancet 2023 est sorti. On a eu la COP 28 qui est finalisée avec des résolutions pour pouvoir sortir un peu des combustibles fossiles, même si il parle d'une transition. Mais je pense que chaque petit geste compte, puis chacun de nous peut être une source d'inspiration. Donc, pour le mot de la fin, moi, je dirais que faisons de cette fin d'année le début d'un nouveau chapitre où notre engagement vers la planète va guider nos actions quotidiennes. Donc, ça a été un plaisir de vous présenter ce webinaire. Puis au sein du RASDQ, on va pouvoir en avoir de temps en temps. Puis on remercie le financement du ministère des Relations internationales et de la francophonie de nous avoir aidé à élaborer ce webinaire qui va être aussi présenté en Catalogne. Et dans le sondage de satisfaction qui va vous arriver, si vous voulez être en contact avec des professionnels de santé planétaire en Catalogne, vous allez aussi avoir cette opportunité-là. Donc, il est 12h59. Je remercie vraiment tout le monde. Je voulais repartager mon écran à nouveau pour passer à travers la fin de ce slide. Donc, on a eu le retour en salle plénière, la période de questions et réponses. Les ressources qui ont été présentées, vous allez également les avoir. Je vous remercie à tous, encore une fois, et à toutes pour votre participation.
les personnes qui ont collaboré au contenu et qui n'ont pas intervenu également. Et puis, vous allez recevoir les présentations ainsi que le courriel avec le sondage très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une excellente fin de journée.